Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Françoise Degois, Evelyne Dress, Tom Conan. Depuis début février, les EHPAD, Orpea en particulier, mais aussi Corian et d'autres, sont dans l'œil du cyclone. Orpea avait mandaté 2 cabinets indépendants pour faire un audit, Grant Thornton et Alvarez et Marsal, dont l'intégralité sera dévoilée fin juin, mais les premiers résultats ont été divulgués hier soir et ils ne sont pas brillants pour l'entreprise puisque les investigations qui la portent sur la période 2019-2021, je cite, conduisent à identifier l'existence de rabais, remises et ristournes consentis, y compris par des fournisseurs de produits financés sur des fonds publics, indiquent les cabinets d'audit mandatés. Ils ont aussi repéré des déclarations erronées des comptes d'emploi aux autorités de tutelle et une non-conformité de la contractualisation de CDD ainsi que le recours à des intermédiaires, y compris un ancien préfet. Un rapport commandé par le gouvernement à l'IGAS, par l'IGF, l'inspection générale des finances à l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales, publié il y a 3 semaines, avait déjà pointé de graves dysfonctionnements et le gouvernement avait annoncé qu'il saisirait la justice. D'où notre grand débat. Faut-il un audit généralisé des EHPAD? Et vous êtes 97% à dire oui avec nous. François Nénin, journaliste d'investigation et co-auteur de L'Or Gris, le dossier noir des maisons de retraite. Bonsoir. Bonsoir. Manifestement, il n'y a pas que sur le traitement des personnes âgées qu'il y a un problème, il y en a aussi sur le droit du travail et sur la gestion de l'argent public. Oui, c'est un corollaire, effectivement. La personne âgée est la victime de mauvais traitements, de délaissement et de l'absence de soins, de manque de protection, de nourriture, etc. Mais tout ça, c'est pas un hasard, ça s'explique par cette logique ultralibérale qui consiste à faire des économies sur tout. Donc, on fait des économies sur les effectifs, sur le personnel, sur la formation. On met en place des CDD précaires. On utilise les bonnes vieilles recettes de l'ultralibéralisme, commission, rétro-commission. Donc il y a plein de gens qui finalement au passage se mettent plein d'argent dans les poches. Et dans les conseils d'administration, on demande toujours plus de réduction des coûts et plus de profit. Donc voilà, la boucle est bouclée, je dirais. Et le souci aujourd'hui, vous voyez, c'est qu'on piétine, on tourne en rond. Là, ces audits, ils viennent juste nous expliquer, nous conforter dans quelque chose qui a été dénoncé depuis des années. Françoise Degois. Moi, je suis vraiment choqué. Je n'ai pas lu votre enquête sur L'Or Gris. Il était sorti il y a 3-4 ans. Je m'en excuse. J'ai lu évidemment ce qui est sorti. Corrige, c'était sorti il y a 10 ans. Il y a 10 ans, autant pour moi. Oui. Mais vous savez, tout est dans votre titre. Voilà. Et voilà, tout est dans votre titre, L'Or Gris. Comment faire de l'argent sur la vieillesse, sur une forme de déchéance physique aussi. Moi, je suis vraiment heurté par cela. Et ça sert à rien. Je suis d'accord avec vous moi je veux bien qu'on fasse des audits, mais Philippe David a raison, il faut faire un audit généralisé, et puis une fois qu'on a fait l'audit, il faut changer. Moi je n'ai pas du tout envie, ni pour ma famille, ni pour moi-même, de me retrouver dans des conditions aussi iniques. Ce n'est pas acceptable, on ne peut pas avoir travaillé une vie entière. En plus de ça, les générations dont on parle, c'est des générations qui ont tout bien fait. Elles ont fait la guerre, elles ont bossé, elles ont payé les cotisations sociales, des gens hyper, etc., qui ont eu toujours droit, ils votent, etc. C'est vraiment des... Regardez comment on les traite. Donc, voilà. Les audits, c'est bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faut frapper, mais vraiment frapper. Frapper les boîtes privées qui pratiquent cette pensée de L'Or Gris, et puis peut-être un grand service public plus élargi des maisons de retraite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. François Nénin. Ouais. Alors, pour faire une analogie, vous voyez, en France, on a eu longtemps un problème de survitesse sur les routes. On a mis des radars partout. On a cassé les excès de vitesse. Bon, et ben c'est la même chose dans les EHPAD. Il va falloir mettre plus de fonctionnaires formés dans les ARS pour aller faire des contrôles. Parce que c'est ça le nerf de la guerre. C'est bien ça. C'est la peur du gendarme. Il faut absolument... Moi, quand j'ai fait mon enquête il y a 10 ans, je vais vous dire comment ça se passait. Dans les EHPAD, la DAS à l'époque passait un coup de fil. Bonjour, on viendra faire un contrôle dans quelques jours. Donc ils mettaient tout au carré. Tout était nickel quand ils arrivaient. Donc pas de contrôle inopiné, finalement des contrôles de complaisance rares, puisque je me rappelle plus du chiffre à l'époque, mais enfin c'était ça représentait une partie infime des EHPAD qui étaient contrôlés. Et puis surtout, oui, comme dit Madame Degois, à un moment donné, l'État s'est désengagé de la construction des lits des EHPAD. Donc maintenant, il va peut-être falloir créer un vrai service public. Mais vous voyez bien, dans le service des EHPAD,
l'EHPAD, comme dans l'hôpital. De toute façon, dès qu'on applique une logique ultralibérale, c'est la catastrophe. C'est vrai, mais c'est ça. Moi, je suis pas du tout convaincu par le fait qu'il faille mettre plus de contrôle pour résoudre le problème. Je pense qu'on le résoudra absolument pas. Il y a un modèle économique sous-jacent qui est complètement pourri, consistant à prendre des zones où le loyer au mètre carré, il est le prix du mètre carré de 1000-1500 euros par exemple. Donc pour une chambre, ça ferait l'équivalent de 400 balles, même si vous avez ensuite un service, j'entends bien. Et ce 400 ou 500 euros qui est le prix du foncier se transforme en 2000 balles à la fin de la chaîne qui va être facturé à la famille et ensuite payé par la collectivité, le privé, etc. On y est passé il n'y a pas longtemps dans ma famille, 2000 euros par mois, c'est vraiment pas cher. Je parle pour même pour la Voilà, province. Non mais je parle même pour la province. Donc ce que je veux dire, c'est vraiment que pas cher. le C'est modèle vraiment, bien sûr. économique, il est totalement pourri, il est totalement vicié. Moi, ce que j'ai vu depuis, c'est notamment des reportages très intéressants qui ont été faits, par exemple sur des pays comme les Pays-Bas notamment, qui ont à un moment donné effectivement face à des phénomènes comme ça, totalement disruptifs, ont changé effectivement de braquet. Donc il y a toujours des modèles de type EHPAD qui existent bien sûr, mais c'est devenu minoritaire et désormais on a orienté les aides publiques en particulier vers la retraite à la maison, en tout cas vers des dispositifs d'accueil, jusqu'au de bout à soutien, la maison. jusqu'au bout, voilà, lorsque c'est possible. Et en fait c'est très souvent possible, même si une personne ou deux personnes doivent venir tous les jours évidemment s'occuper de l'intéressé. Il y a aussi tous les systèmes de vidéo, pas surveillance, mais vous voyez, de contrôle à distance, etc., qui se développent, qui sont très performants. Il y a beaucoup d'entreprises, y compris françaises, qui travaillent là-dessus. Donc en fait, moi, je pense qu'il faut beaucoup plus aller dans cette direction-là, parce que même si on bureaucratise en fait ce secteur-là, effectivement, il y aura peut-être moins d'abus, mais fondamentalement, moi, j'avais une personne de ma famille très proche qui est décédée dans un EHPAD, dans des circonstances d'ailleurs relativement bizarres, relativement étranges. On n'avait pas du tout eu l'information précise là-dessus, mais même indépendamment de ce cas personnel et individuel, je trouve qu'effectivement, ce sont des mouroirs. Moi, j'avais cette personne-là qui me disait, j'ai l'impression d'être dans un magasin de cycles, parce qu'il y avait effectivement plein de chaises roulantes partout, certaines dépliées, certaines avec évidemment des personnes à l'intérieur, et on est parqué là, on attend on ne sait quoi, en fait on attend la mort en réalité, c'est la mort sociale avant la mort réelle. Moi je suis totalement hostile à ce modèle-là d'un point de vue humain. Non, à mon avis c'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête. François Nénin. Oui, Oui, alors, je votre partage, exemple, pardon. Monsieur, votre exemple, là, il est vraiment très intéressant. Vous avez parlé de quelque chose qui est très important. Vous avez parlé d'un décès suspect sur lequel vous avez des doutes. Alors, je vais vous dire, moi, dans mon enquête il y a 10 ans, dans leur grille, on a montré qu'il y avait un pourcentage extrêmement faible d'autopsies réalisées lors des décès suspects. C'est-à-dire que la justice ne s'intéresse pas, les parquets ne se posent pas de questions. C'est-à-dire que comme le stade ultime de l'EHPAD, c'est la mort, on considère que c'est normal qu'une personne âgée décède. Or, moi j'avais travaillé sur un cas, par exemple, une personne âgée qui se penche à la fenêtre le soir pour regarder la lune, le volet électrique descend, la coince, il n'y a pas de contrôle cette nuit-là, elle meurt comme ça. Oh là là. Et bien, quelle horreur. j'ai vu des tas de cas comme ça qui ne donnent lieu à aucune ouverture d'instruction, d'enquête. Et en fait, si vous voulez, un bébé meurt, il y a une autopsie systématique. Oui. Une personne âgée meurt, il n'y a pas d'autopsie. Donc si vous voulez, si la justice s'intéresse aussi par le biais des plaintes des familles, j'entendais ce matin là, une dame qui dit qu'elle a porté plainte à Nanterre, le parquet l'a recontacté 1 an et demi après. Donc vous voyez, il y a aussi ce problème. Alors je sais bien, les contrôles, c'est pas la panacée, mais je disais les contrôles parce qu'il y en a tellement peu qu'il va falloir quand même en mettre. Mais je vous rejoins aussi, le système est verrouillé, c'est une analyse systémique qu'il faut faire, ça ne fonctionne plus. Il faut des gestions collégiales avec les familles qui peuvent, il faut des structures collaboratives, collectives, où il n'y ait plus ce que j'ai appelé à l'époque dans mon livre, les nababs de la vieillesse, qui continuent à s'enrichir sur le dos des personnes âgées qui sont nos grands-parents, nos parents et bientôt nous. Evelyne Dress. Oui, ben, évidemment, on a un problème avec l'âge. Et donc, je pense que il faut absolument tout faire pour garder les gens chez eux le plus longtemps possible. C'est vrai. Car à partir du moment où ils vont en EHPAD ou en maison de retraite, quel que soit le niveau de la maison de retraite,
c'est foutu. À partir du moment où on est effectivement parqué, où il n'y a plus rien à faire qu'à attendre, eh bien, c'est horrible. Quelque chose qui se brise. C'est horrible. Et en plus, quand on sait le prix des maisons de retraite, c'est minimum 3 000 euros par mois. Mais qui peut s'offrir ça? Moi, je voudrais, pour aller dans le sens de, je voudrais avoir François Nénin sur ça, Nénin. parce que Nénin, Mais il va déjà répondre à Evelyne Dress. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème de solidarité familiale aussi, de tout faire pour garder nos anciens le plus longtemps possible chez eux? Et je dois vous dire que dans ma propre famille, on l'a vécu il n'y a pas longtemps. Oui, alors, si vous voulez, c'est une vraie question. C'est possible pour un peu le troisième âge, on va dire, mais le quatrième âge ultra dépendant, c'est-à-dire le Alzheimer, ça devient très compliqué quand votre grand-mère part en pleine nuit dans les rues, etc. Bon, c'est compliqué, il faut des structures spécialisées. Après, c'est vrai que culturellement, nous, en France, on garde pas nos vieux comme en Italie, par exemple, on garde pas la maman italienne à la maison. C'est pas dans nos façons de faire. L'usage en France, c'est de payer cher et de, un peu, je dirais, bon, c'est très culpabilisant peut-être ce que je vais dire, mais de se débarrasser des personnes âgées. Et puis comme c'est des lieux, si vous voulez, où il n'y a pas de vie, il y a des fausses animations, c'est pas des lieux où les gens ont envie de venir, les familles ne viennent pas. Moi j'ai vu dans mes enquêtes, alors aussi une piste, c'est moi j'ai joué en tant que journaliste les clients mystères quand j'ai fait leur grille. Je me pointais, je me rendais dans les EHPAD en me faisant passer avec la complicité des familles. Bon, j'ai vu des personnes âgées avec le visage tuméfié parce qu'on les laissait tomber par terre, etc. Donc finalement, moi, en simple journaliste, j'ai réussi à obtenir beaucoup d'informations. Donc on peut finalement aller à l'intérieur de ces EHPAD, mais c'est vrai que les familles, alors ce que j'avais remarqué aussi dans mon enquête, c'est que plus les familles vont dans les EHPAD, moins la personne âgée, moins le parent est maltraité, parce qu'il y a une exigence à ce moment-là voilà, ça c'est aussi très important, je dois le dire aux familles, c'est ne lâchez pas votre parent dans l'EHPAD, même si c'est difficile d'y aller, mais je pense que tout le système est à revoir. Vous voyez, on est arrivé au bout là. François Nénin, justement, on se retrouve tout de suite pour continuer à en parler avec les vraies voix de Sud Radio. Et vous êtes 97,1% sur Twitter à dire qu'il faut un audit généralisé des EHPAD. Retour des vraies voix avec Françoise Degois, Evelyne Dress, Tom Conan. Notre grand débat, faut-il un audit généralisé des EHPAD? Vous êtes 97,1% à dire oui. Françoise Degois court parce qu'on va au 0826 300 300. Je rebondissais sur ce que disait Tom parce que ça m'inspirait que vous devez connaître forcément François Nénin, le merveilleux village Alzheimer dans les Landes. Vous savez, ce village qui a été construit pour que les personnes malades de la maladie d'Alzheimer y résident. Oui. Il y a 120 logements, il y a une bastide centrale, il y a un café-restaurant, il y a des accompagnants qui permettent en réalité de continuer à connecter au réel ces personnes victimes d'Alzheimer. C'est une expérience absolument extraordinaire, financée par le Conseil général depuis 2016. Est-ce que, par rapport à ce que disait Tom et les Pays-Bas, est-ce qu'au fond, il ne faut pas aller vers cela? Est-ce que ça serait plus cher ou pas? Je n'en sais rien, mais en tout cas, continuez. Quand vous avez raison sur le quatrième âge, c'est très difficile de garder quelqu'un jusqu'au bout à la maison. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller justement vers cette humanité, ces constructions et cette façon humaine de penser le quatrième âge? François Nénin. Alors, je vais vous répondre très clairement. C'était il y a 10 ans la bonne nouvelle de mon livre. J'avais étudié le système mis en place par Emmanueli dans les Landes. Donc il jouait sur le don de terrains municipaux. C'est les HLM qui construisaient les maisons de retraite. On arrivait à des tarifs très bas et pas de maltraitance. Voilà, c'est très simple. L'équation, elle était résolue comme ça. Donc oui, ça fonctionne de cette façon. Mais tant qu'on mettra de la spéculation immobilière, je vous dis les nababs de la vieillesse, dans ce secteur, ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est une autre logique. Et moi, ce dont j'ai peur, là, aujourd'hui, vous voyez, c'est que dans 10 ans, on se retrouve dans le même plateau pour en parler. Parce que moi, il y a 10 ans, j'ai fait le livre. On s'en est pas de nous, déjà. J'irai vous voir. Tom viendra nous voir. François Nénin, on part au 0826 300 300. Bonsoir, Luc. Bonsoir à toutes les voix. J'ai pris l'émission en route en voiture. Je suis arrêté, vous inquiétez pas. Oui. Et je ne sais pas qui participe à l'émission. Mais alors il y a Françoise Degois, Evelyne Dress et Tom Conan. Et c'est François Nénin, notre invité. On vous écoute parce que je crois que vous connaissez bien le sujet des EHPAD. Oui, je suis promoteur immobilier.
profession honnie de tous et de tout le monde, mais nécessaire. Et je crois que je ne vais pas me positionner sur la maltraitance et tout, ça c'est des problèmes humains qui, je dirais pas qu'ils ne m'intéressent pas, mais je ne suis pas... C'est pas le sujet dont vous voulez parler. C'est pas le sujet dont vous voulez parler. Je crois que le problème repose sur une incroyable hypocrisie, si vous voulez. C'est que moi j'ai construit des EHPAD, là je fais des résidences étudiants, j'ai fait du logement. Le problème de l'EHPAD, il est très simple, c'est que c'est un produit financier. C'est-à-dire que, comme dans les résidences étudiantes, si vous voulez, ce n'est pas de l'immobilier que les gens vendent, c'est du produit financier. C'est-à-dire, on vend une rentabilité à des gens qui, comme vous, moi, peut acheter un studio étudiant pour avoir une rentabilité de 2, 3, 4, 5%. On achète aussi des EHPAD, des chambres d'EHPAD. Et c'est une colossale machine à fric. Et je peux le dire d'autant plus volontiers que j'en ai aussi profité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous achetez un terrain pour faire un EHPAD, déjà il faut comprendre une chose, c'est que le prix, je dirais, que ce soit pour un EHPAD ou pour quoi que ce soit, vous négociez avec les autres promoteurs de la même manière. C'est-à-dire que le propriétaire du terrain ne va pas vous faire un cadeau parce que vous allez héberger des personnes âgées. Ensuite se greffe un coût de construction qui est colossal. Il est extrêmement important. Pourquoi? Les normes. Parce que vous avez des normes. Vous avez des normes qui sont, à juste titre, extrêmement importantes. C'est des normes ERP et personnes handicapées, là c'est vraiment du lourd. Là. Voilà, tout. Quand vous recevez des Alzheimer, il faut faire ce qu'on appelle des Cantu. Et quant au Alzheimer, c'est un truc hyper sécurisé, c'est-à-dire qu'un Alzheimer, vous pouvez pas savoir quand est-ce qu'il va vous attaquer dans le dos, parce qu'il est pris d'un coup de folie, des machins, il faut des vitres blindées, il faut tout un tas de choses. C'est extrêmement lourd, c'est très très lourd. Quand je construis un studio étudiant, oui, excusez-moi, mais c'est important que les gens comprennent. Quand je construis un studio étudiant pour 30 000 euros, une résidence pour personnes âgées, la piole, c'est 70, 80 000 euros. Donc il faut rentabiliser, c'est ce que vous êtes en train de dire. Il faut rentabiliser. Ensuite, très court. Ensuite, il faut les commercialiser. Si vous allez voir votre agent immobilier pour vendre votre maison, il va vous prendre 3, 4, 5%. La commercialisation de ce genre de choses, les commercialisateurs spécialisés prennent 14-15%. Ah oui. Donc c'est toute la chaîne qui se sucre, vraiment. Merci beaucoup, Luc, merci, parce qu'il nous reste une minute. On va faire réagir François Nénin. Vous entendez ce que dit Luc, qui connaît bien le dossier pour en avoir construit. J'ai une question à Luc, justement. Ah bah allez-y. Il parle justement de coûts extrêmement élevés liés justement à la particularité de ces infrastructures, mais il ne faut pas oublier que l'État donne de très lourdes subventions pour pouvoir construire. C'est pas juste des promoteurs avec des fonds privés qui fabriquent ces EHPAD. Donc ils ont une obligation de toute façon de réaliser des choses. Alors, François, Luc est avec nous, il va vous répondre, François Nénin. Oui. Cher ami, l'État donne des subventions pour l'exploitation. Oui. Il met 2 millions d'euros peut-être pour acheter du matos. L'État s'occupe de la dépendance là-dedans, si vous voulez. Il s'occupe de rien d'autre. Il ne s'occupe pas du bâti, par exemple, pas du tout. Non, l'État s'occupe de la dépendance. Point barre. Quelle machine afrique, en fait, c'est dingue. Tout ce qui ne ressort pas de la dépendance n'est pas pris en charge par l'État. D'accord. Bon. Par contre, tout le reste, excusez-moi, si un jour vous voulez faire une vraie émission là-dessus, j'aimerais bien. C'est une vraie émission. C'est une vraie émission, mais on garde vos coordonnées au standard. Aujourd'hui, c'est Zach. On garde bien les coordonnées de Luc. François Nénin, le mot de la fin en 20 secondes. Oui. Il faut vous êtes d'accord avec ce que dit Luc? C'est une machine afrique. Oui, mais attendez. Ça fait froid dans le dos, ce que dit Luc. Mais je suis d'accord, mais on aurait presque envie de le plaindre quand il dit qu'il y a beaucoup de coûts de construction. Mais si les promoteurs se lancent dans ce genre d'affaires, c'est qu'elles sont extrêmement lucratives. Mais il l'a dit, il a été honnête. Il a dit c'est une pompe à fric. Non, mais monsieur a dit tout à l'heure, il a été honnête, lui. Très franchement, que c'était un produit financier. C'est effectivement un produit financier. Comme, par exemple, les subprimes, vous savez, il y a quelques années, on parlait de produits pourris. C'est un produit financier pourri. Je suis désolé, il est pourri. On fabrique en fait des bâtiments qui ressemblent beaucoup plus à des prisons, des prisons qu'à des logements. Les produits financiers pourris, il valait plus rien en bourse, alors que là c'est un produit en or. Mais j'entends bien, mais c'est pourri au sens moralement, c'est pourri. Et 18h53, merci beaucoup François Nénin. Oui, verdict sur Twitter. Faut-il un audit généralisé des EHPAD? Vous êtes 96,9% à dire oui.